son jeu de temps avant d'être aux commandes des éléments de l'air, notamment lors de la construction des avions dans les souffleries que l'on retrouve à l'Onera, à Grenoble, que l'on retrouve à Paris, et dans lesquelles le Concorde. C'est le premier passage des deux Stearman. Ils ont l'air de grands avions finalement. Ils sont simplement une réduction à l'échelle d'appareils que nous verrons cet après-midi, comme vous l'a dit Pierre. La fin jusqu'à la fin, j'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car un peu tout, on peut se nourrir d'espoir. Lorsqu'on est pilote d'un avion télécommandé, cet avion, on n'est plus dans le sens de l'avion. L'avion, regardez, il vient vers vous, il est sur le dos, et pour faire un virage, on met le manche d'un côté et le pied de l'autre. Et là, ça devient d'une complexité, une véritable mayonnaise qui fait que le cerveau, s'il n'est pas habitué, eh bien, va vite décrocher. Ce que tu verrais peut voir ce que vous ne verrez peut-être jamais ailleurs. Des engins manipulés de main de maître par des virtuoses de la télécommande. D'un avion de chasse qui va aller travailler sur une zone. Et lorsqu'il est attendu, cet avion de chasse, il va être détruit. Et donc les drones vont être là pour détruire les endroits qui doivent détruire l'avion de chasse qui doit porter sa mission. Aujourd'hui, Airbus est en train de phosphorer sur l'avion de ligne qui ne possédera plus de pilote à bord. Autrement dit, on va fabriquer des drones à taille gigantesque pour transporter des humains d'un point à l'autre. On commencera par les cargos, parce que l'humain n'est encore pas prêt à voler dans des avions sans avoir forcément de pilote. Les seuls qui acceptent ce genre de choses, ce sont les cosmonautes, ou les taïkonautes, ou les astronautes, selon que l'on est chinois, américain ou européen. Parce que la fusée elle-même, elle est totalement programmée, elle est télécommandée. Bien évidemment, le pilote, comme ça a été le cas de Neil Armstrong, quand il s'est posé sur la Lune, s'il n'avait pas repris la main, eh bien, la programmation aurait détruit l'appareil qui allait se poser aux mauvais endroits. L'humain reste encore au cœur, pourvu qu'il dure longtemps. Au championnat de France la semaine dernière. Et regardez ce que l'on fait avec un avion dont la puissance est supérieure au poids. On est capable de rester non seulement sur place, mais également de jouer l'hélicoptère. Cet avion, c'est un Extra 300. Il est rouge et blanc. Il fait 3 mètres d'envergure avec un moteur d'environ 200 cm3. Il fait 20 kg. Et Patrick Yanis Levé, qui est le pilote, il a commencé à l'âge de 15 ans. Ça fait maintenant plusieurs décennies qu'il est. Aussi cela, la rencontre de différentes formes d'aviation, l'aéromodélisme, et il faut savoir que les meetings aériens sont une réelle... Et donc ces avions, on va prendre des moteurs et on va construire un avion autour d'un moteur et non pas construire l'avion et ensuite mettre un moteur. C'est donc des moteurs qui ont été utilisés, qui permettaient la bande jaune, et on a mis ça sur ces avions parce que le jaune c'est la couleur du moteur. Mesdames et messieurs, au décollage, vous aurez remarqué cette peinture très caractéristique effectivement des avions de formation. Ils ne sont pas en couleur jaune, puisqu'ils appartenaient à l'époque à l'US Army. L'US Air Force n'existait à l'époque pas.
C'est un avion sur lequel des pilotes ont été formés et ensuite, après avoir suivi une formation, eh bien, ils partaient soit sur appareil bombardier, de type par exemple forteresse volante B-17, ou alors ils passaient sur Tessie et s'orientaient vers la chasse. Ça demande vraiment une concentration totale. Regardez, ils sont à moins de 3 mètres l'un de l'autre. Ils sont partis tous les deux au Texas, où il y a un certain nombre d'appareils encore en état de service. Gwenel y a été avec Baptiste. Et silence, regardez sur la distance. Une balle de fusil qui va voler à plus de 150 km/h. Le pilote, Xavier Dorel. Xavier, c'est un salut d'aviation. Il est né pour ça. Je crois qu'à la naissance, il a été nourri au biberon en aviation. C'est ce qui fait que dès qu'il a eu 14 ans, il a poussé les portes dans l'aéroclub et il est devenu pilote d'avion. Et puis ensuite, il a décidé de construire sa carrière autour de l'aviation en devenant un pilote d'exception. Je dis d'exception parce qu'il ne s'est pas contenté d'être un pilote professionnel. Il fallait tout à fait et il faut conserver le coup d'avion sur l'horizon, toujours dans le max. Et quand on fait une précipitation, on va faire un virage sur les deux. Et on peut le remonter sur le dos. Et on va terminer à plat. Ce que les districts Air Show vous proposent, vous ne les verrez comme jamais. C'est de la définir avec 400 chevaux sur cet avion qui fait environ 400 kg. Regardez, l'un est sur le dos, l'autre est sur le ventre. C'est une patrouille au miroir, mesdames, messieurs. On donne saluer les applaudir. Très délicate. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité à bord, mais que l'avion est d'une maniabilité redoutable. Un passage, et là le passage, regardez, l'un sur la tranche, difficile à tenir, et l'autre en est dans la charge. Un élitreillage sous vos yeux, c'est une manœuvre qu'il réalise assez régulièrement. Il vous fait coucou, regardez, vous pouvez le saluer, les dauphins, les marins sont là. Donc cet hélicoptère, 4 logiciels, un pilote, un copilote, un tréliste et un plongeur. Et comme sûr, c'est ce qui va permettre de pouvoir le retrouver facilement dans
équipage. À l'intérieur, il y a Dominique Loipre et Robert Laurent. Dominique Loipre, c'est un monsieur qui a été pilote pour la Brittany Ferries parce qu'il possède un avion, cette Brittany Ferries, pour emmener les commandants et les équipes. Et à ce côté, il y a Robert Laurent. Et Robert Laurent, c'est un homme... Vous vous rappelez que la navette spatiale a été pendant très longtemps transportée d'un aéroport, d'un terrain à un autre sur le dessus d'un Airbus, d'un Boeing 747, et c'était le transporteur. Et puis le père Yves Duval a trouvé l'idée assez séduisante de faire la même chose, mais pour la Bretagne, la navette bretonne. Et la navette bretonne, c'est aujourd'hui Hugues Duval qui va prendre la parole dans quelques instants. Du largage, on refait un tour supplémentaire. En dessous, il y a Robert Laurent qui pilote le gros avion, le Broussard, cet avion de 550 chevaux. Et à sa droite, Dominique Loipre a une manette jaune qui est située au plafond. Il va tirer dessus pour larguer cet avion. Seulement les conditions doivent être parfaites. L'avion qui est au-dessus, c'est un avion électrique. Il a deux moteurs électriques alimentés par 26 kg de batterie. Les deux hélices sont en fonctionnement, on va dire, parce que l'ensemble vole, l'ensemble avance. C'est donc le vent qui fait tourner les hélices et non pas le moteur. Tu regardes en hauteur. Tu regardes en hauteur. Ce spectacle, mesdames et messieurs, il est unique au monde. Aucun autre endroit au monde, aucun autre avion ne font ce genre de choses. C'est ici, c'est à Guiscriff. Et le petit avion passe derrière le gros en faisant attention aux turbulences parce que l'hélice évidemment fait des grosses turbulences. Dans un croisé majestueux. Un avion de 80 kg, il fait 180 kg. Hugues Duval a traversé la Manche avec cet avion. Il a été le premier au monde à traverser de manière électrique la Manche avec cet avion. Au petit matin, il est monté sur le gros, il a été largué vertical d'ouvre, il a traversé la Manche et il est revenu. Tout ça avec ses moteurs électriques. Et puis Hugues a battu le record du monde également de vitesse. Il a amené cet avion à 280 km/h. Vous imaginez une vitesse de fou lancée dans une brouette à 280 km/h. Regardez, le moteur n'est pas arrêté, simplement on ne met pas de puissance, alors l'hélice ne tourne pas. Tandis que l'avion porteur est en finale. Cette démonstration du cri-cri et de son avion porteur nous permet évidemment d'aborder le futur de l'aviation. L'aviation sera plus vertueuse et elle est d'ailleurs en cours de transformation, en particulier avec l'utilisation de l'électricité et l'utilisation également de nouveaux carburants. Bravo, on peut l'applaudir. Hugues Duval, il a quitté son avion de ligne pour s'engoncer dans cet avion où, regardez, une fois déployé, ça prend vraiment du volume et de la masse.
Bravo Hugues, félicitations. Merci à ton assistante qui nous a bien aidés. Elle est repartie avec les moyens de communication lorsque tu nous parlais. Il est devenu instructeur planeur et puis après instructeur avion. Et puis ensuite, eh bien, il est devenu pilote professionnel. Il est rentré dans une compagnie aérienne. Il en est même devenu un des instructeurs de cette compagnie aérienne. Il est devant vous dans l'avion rouge et noir avec un grand foulard qui dépasse derrière. Et il a un compère. Parce que lui, pendant 15 ans, il a construit son avion. Un avion qu'un Américain a inventé. On mit 5 ans à construire le deuxième. Ils avaient la technique, ils avaient l'outillage. Et de ces avions ultra modernes, qui ont une allure d'avions anciens, est née cette patrouille Féodal Air. Et au cours duquel il y a l'âme d'un des pilotes qui va venir, et l'âme de ce pilote est matérialisée par cet avion. Regardez, ils sont côte à côte, ils sont à moins d'1 mètre, 1,50 m, l'un des deux. Avec des avions très légers, qui sont sujets aux turbulences, et on sait que les masses d'air qui sont chauffées au sol n'ont qu'une envie, c'est de s'élever, et celles qui sont refroidies en altitude n'ont qu'une envie, c'est de redescendre. L'atterrissage en patrouille toujours des deux axes. Et les deux axes, comme le steerman, les pilotes ne voient rien devant. Quand on est installé dans cet avion, on est vraiment assis sur un siège, on n'a que la tête qui dépasse, et on a une aile au-dessus qui vous cache tout, une aile en dessous qui vous empêche de voir, et on a un capot moteur d'environ 1,50 m devant qui est levé et qui a des excroissances de chaque côté avec les cylindres. Autrement dit, on ne voit rien. On le laissera à un moment donné pour qu'on ait le son uniquement du moteur. Sur le manche et on réalise une légère ressource pour un joli passage au-dessus de cette belle piste de l'aérodrome de Guiscret. Je vous disais que cet appareil a été utilisé par l'armée de l'air française en Algérie pour la lutte contre la guérilla à partir de 1957. Et puis c'est un avion qui a été utilisé ensuite à Cognac dans les années 63 et 64 pour l'apprentissage au pilotage. Les marins du ciel, nous en avons eu une belle évocation tout à l'heure avec cette présentation de Dauphin. Et l'aéronavale française a aussi employé le T6 comme avion d'école avancée. Dans le monde des meetings aériens, nous avons en particulier un pilote qui a eu l'occasion de faire ses classes plancher. Et quand le crayon tombe, ou que la gomme tombe, ou que la carte tombe, eh bien c'est au fond de l'avion et on ne peut pas le récupérer. Donc, il est arrivé que certains pilotes se soient posés en pleine pente pour aller récupérer leur carte, redécoller, bien évidemment, ne pas s'inventer auprès de la hiérarchie. Ils l'écriront, ils les décriront des années plus tard. Alors, aux yeux de la loi, un commandant de bord d'aéroclub est autant responsable de ses passagers lorsqu'il emmène des gens en voyage qu'un commandant de bord d'un Airbus A380. Un atterrissage 2 points. C'est fait volontairement parce que le vent peut faire pivoter l'avion lorsqu'on le pose 3 points. Mais c'est aussi l'occasion, regardez, hop là, de poser l'avion. Les Allemands ont acheté ces avions en quantité, environ une centaine.
Eh bien, tout simplement de l'avion de chasse. Alors cet avion n'étant pas équipé pour cela, on a rajouté de l'électronique à bord, on a mis 1 tonne d'électronique, et l'avion étant déséquilibré, il se cassait régulièrement la figure. Autrement dit, tous les mois, on avait un mort. Il a fallu que le fils du ministre des armées allemand se tue en s'écrasant sur une ville au passage pour qu'on décide de supprimer ces avions qui étaient complètement déséquilibrés. La NASA en a conservé encore et il y en a encore actuellement en opération chez eux parce que la NASA a besoin de faire des essais en vol. L'avion est en configuration atterrissage avec vraisemblablement remise des gaz, c'est le cas. Parce qu'on ne pilote pas une fusée. Il voulait continuer à piloter. Il s'appelle Guts et Guts Jérémy. Il vient de faire décoller cet avion sous les yeux de son épouse Anne, avec ses 2 enfants qui sont sur le terrain et qui regardent papa voler. Il s'appelle Simon, il s'appelle Louis. Louis, c'est le plus grand, il a 9 ans. Simon, il a 5 ans. Un petit copain qui est venu avec les 2 enfants, il s'appelle Ayman. Et ces 2-là, plus Ayman, regardent ce monsieur faire voler cet avion qui nous vient des pays de l'Est. Ce pilote, il a été pilote de Mirage 2000, il a été pilote de Rafale, et puis ensuite, comme ça ne lui suffisait pas, il est devenu pilote en ayant fait une école prestigieuse qui s'appelle Depner, il est devenu pilote d'essai. Comme il volait pour Airbus, Airbus lui a demandé d'acquérir des heures de vol, alors il est parti en Asie pendant plusieurs années, et il a accumulé des milliers d'heures de vol sur les nouveaux Airbus et les anciens Airbus. Il est revenu tout simplement aux essais en vol, qui étaient au centre d'essais en vol et d'un centre d'essais en vol militaire. C'était à Istres. Là où les Américains mettent de l'huile difficile à trouver dans l'Oural. C'est ainsi que tous les circuits, notamment de train, de volée et de frein, utilisent l'air pour leur fonctionnement. Le Yak 52, c'est également toute une ambiance lorsque vous montez en cabine. D'abord, il y a cette avionique. Regardez Jérémy, il vous fait signe, une manière de vous saluer. Monoréacteur des années 1950. Regardez le décollage, c'est impressionnant de lenteur. En container, il était totalement peint et il dure depuis plus de 40 ans. François Dubreuil, dans toute son élégance. On pourrait dire plein de choses sur cet avion, on pourrait passer des heures à en parler. J'ai à mes côtés une équipe qui ont remis en état cet avion et qui l'entretiennent, qui l'ont piloté pour le faire venir, qui vont le piloter pour le faire repartir. Ils s'échangent le bonheur. C'est un avion qui vole peu, mais je crois qu'il vaut mieux se taire et juste écouter.
De belles capacités de voltige également. Je vous disais que le Yak 11 nous a été amené ici par une association qui restaure un caudron Simoun. Regardez cette boucle et en particulier la livrée de l'aéronef. La livrée, c'est la peinture avec laquelle l'avion est peint. Son petit bouquet de fleurs avec des petits insignes, comme celui que j'ai dans mon dos, et beaucoup de gentillesse. Et nous avons pu faire une magnifique cérémonie. Merci de ce souvenir. En tout cas, rappelons-nous que si aujourd'hui on vit en liberté, on vit en démocratie, c'est grâce à ces hommes et ces femmes qui ont œuvré. Merci, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Ces avions, qui sont des avions de chasse, utilisés auparavant par la patrouille de France pendant plusieurs années, et qui ensuite ont été revendus à des civils, et ces avions aujourd'hui appartiennent au groupe Tranchant. Ils sont 5 ordinairement. À mes côtés, j'ai un des pilotes de la patrouille. Il était tout à l'heure dans cet avion qui a largué le petit avion. La patrouille Tranchant. Le leader, Hugues Duval. Et Hugues Duval, il va nous parler. Il va nous parler par la radio interposée. Vous avez vu, la communication n'est pas toujours aisée lorsqu'on parle dans un avion à de chasse, parce qu'il y a un bruit énorme. Il y a 2 réacteurs qui sont en fonctionnement, et je peux vous dire qu'à l'intérieur, s'il n'y avait pas de communication interphone avec des casques, forcément on n'entendrait rien. Vous allez sur le site internet des Fougas Magistères et vous devenez l'un des passagers de ces avions en patrouille. Vous avez la combinaison de vol, vous avez un briefing, vous avez un vol extraordinaire, on ne peut que s'en souvenir. Regardez, on repasse au milieu de ce rond. La distance l'un envers l'autre, allez, on va dire 2 mètres, 2 mètres 50. Pierre Fage, on l'a vu, 34 000 heures de vol, pilote de chasse, pilote de ligne, pilote d'essai. When your heart's not open. Mesdames et messieurs, écoutez le son. Et oui, c'est tout à fait normal, vous n'entendez rien puisque cet avion qui vient de décoller est un Vélis Electro fabriqué par le constructeur slovène Pipistrel, et c'est le premier avion électrique construit en série.
Le futur de l'aviation se fera avec l'utilisation de carburants durables, ce sera peut-être l'hydrogène et ce sera aussi l'électrique. Et le Vélis Electro est donc l'évocation de ce qu'est l'aviation aujourd'hui, ce que sera l'aviation demain. Et c'est sur ce point final que se clôture ce meeting aérien de Guy Scriff.